Bonsoir à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir à Villa-M pour ce pitch. Peut-être parmi vous, y a-t-il des gens qui ne connaissent pas encore Villa-M, pour qui c'est une première, donc je vais vous en dire deux mots quand même. Villa-M, bah c'est ça. Voilà, c'est ici. C'est beau. Hein. Non, c'est un lieu hybride entièrement dédié à la santé, et la santé dans tous ses aspects. L'alimentation, le sommeil avec un hôtel et un restaurant. Ici, vous avez des espaces pour organiser des réunions, pour accueillir des startups, etc. Au deuxième étage, vous avez une salle de sport avec un ring de boxe, parce que parallèlement, nous avons lancé une opération qui s'appelle Boxe à l'hôpital et qui nous a permis d'aller dans les établissements hospitaliers pour faire profiter les soignants de cours de boxe évidemment gratuits, et puis toute une partie prévention qui est également au deuxième étage. Donc ici on fait de la prévention et on fait aussi de la médecine générale, de la cardio, de la médecine de la femme. Donc vous voyez, c'est un concept de santé intégrée en fait dans un lieu qui ressemble à tout sauf à un hôpital, qui ressemble à tout sauf à une maison de santé. Et c'est vraiment l'approche qu'on a voulu défendre avec Groupe Pasteur Mutualité. La Villa-M a été fondée par Thierry Lorente et Amanda Lehmann, qui sont les directeurs généraux de Groupe Pasteur Mutualité. Voilà, comme ça vous savez, n'hésitez pas à revenir en dehors d'ailleurs en dehors du pitch. Nous sommes très heureux d'accueillir le docteur Mathias Bourgoin, et comme vous êtes nombreux ce soir, j'imagine que le thème en lui-même vous intéresse particulièrement. Le thème, c'est l'IA du quotidien au cabinet du médecin généraliste. Je vais y revenir, hein, Mathias, dans un instant. Vous êtes médecin généraliste, mais jeune médecin généraliste. Combien de temps d'exercice? J'ose pas dire d'années. Ça fait 2 ans que j'exerce et 1 an que je suis installé. D'accord. Et vous êtes à Nîmes, si C'est je ne ça. m'abuse, à la maison de santé là, je suis obligé de lire. Maison de santé pluriprofessionnelle, Médicarré. C'est ça, à côté de la Maison Carrée. D'accord, bel endroit. Oui. Ouais. En 2022, vous avez commis, en quelque sorte, une thèse sur IA et examen des patients en médecine générale. Juste pour qu'on se replace dans le contexte, 2022, ça coïncide à l'époque avec, on va dire, le lancement grand public, vraiment, de ChatGPT. Pour ceux qui étaient là tout au début, il y avait une version en 2021, mais qui n'était pas complètement ouverte. Et vous étiez déjà tombé dans la marmite de l'intelligence artificielle. Donc c'était une étude, alors c'est ça qui est intéressant, c'est une étude qualitative par théorisation ancrée auprès des praticiens. Je vais le répéter. Oui, par théorisation ancrée auprès des praticiens. Et évidemment, vous allez nous descendre dans quelques instants les résultats de cette étude. Moi, je voulais parler un peu des médecins avant. Les médecins et l'intelligence artificielle. Il doit y avoir une centaine de milliers de médecins généralistes en France, salariés et libéraux. Oui. En libéraux, vous devez être un peu plus de 50 000, hein, si je ne m'abuse, 53 000. Je regarde le vice-président Cazogade qui opine, donc je n'ai pas dit de bêtises jusqu'à présent, et vous faites donc également partie de la grande famille des professions libérales. Et les professions libérales, je vous donne un chiffre exprès, hein, vous allez comprendre pourquoi. C'est 1 700 000 personnes, plus, et vous en avez certainement dans vos cabinets, les salariés. Et les salariés d'employeurs libéraux, c'est 1 300 000 personnes. Alors juste pour replacer le débat, les médecins sont plutôt les mauvais élèves de la classe. Je suis désolé de vous le dire comme ça, aussi brutalement. Parmi les bons élèves, on trouve les experts comptables, avec l'IA, hein, bien sûr, les experts comptables et les architectes, jusque-là c'est tout à fait normal, les professions juridiques, parce qu'elles sont évidemment très exposées, et vous venez plutôt loin derrière. Donc j'ai regardé un peu toutes les stats qui existent. Globalement, les gens qui travaillent en France, 63% d'entre eux refusent de se faire former à l'intelligence artificielle. Ce qui est quand même
énorme. Alors quand on fouille un petit peu, c'est on va dire 45% qui sont les irréductibles du village gaulois, mais ça représente encore énormément, énormément de monde. Pourtant, j'allais dire, c'est presque pas trop tard, hein, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard. Mais là, ça commence à devenir dangereux de refuser de se former. Je vais vous laisser la parole en rappelant, j'en profite, que nous avons une structure de formation qui s'appelle M-Soigner. Je dis ça, je dis rien, et qui fait de la formation en intelligence artificielle. Je dis ça, je dis rien non plus. Voilà. Docteur Mathias Bourgoin, je vais vous laisser la parole avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et regardez les résultats de cette étude et peut-être un petit regard prospectif sur ce qui va se passer avec vos consoeurs et confrères. OK ? Merci beaucoup. Merci à vous pour cette introduction et bonjour à tous, merci d'être là. Donc voilà, je m'appelle Mathias Bourgoin, je suis médecin généraliste comme on a dit dans le sud de la France et voilà, vous avez déjà introduit pour la thèse. Donc j'ai écrit cette thèse de 2019 à 2022, mais l'IA c'est toujours un sujet qui m'intéresse maintenant. C'est un sujet qui intéresse toujours au niveau de la presse, de la recherche et aussi auprès de nos instances de santé. C'est le Conseil de l'Ordre des médecins qui avait déjà publié un texte sur le sujet en 2018. Au niveau mondial, c'est un sujet qui a aussi un enjeu politique qui est assez fort. Je pense que vous reconnaîtrez certaines personnes sur ces photos qui s'intéressent beaucoup à l'IA. Et l'IA a aussi un enjeu au niveau économique parce que ça va beaucoup intéresser aussi les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, qui investissent beaucoup dans le secteur. On en reparlera. Personnellement, ça m'intéresse toujours d'en parler parce que depuis que je suis installé, je reçois beaucoup de courriers, à la fois des spécialistes et des hôpitaux. Et en lisant entre les lignes, je vois de plus en plus apparaître la notion d'intelligence artificielle. Donc, pendant là, le temps qu'on a, je vais vous proposer d'abord de faire une brève introduction sur des concepts d'IA. Pas expliquer de façon mathématique ou informatique comment ça fonctionne, mais juste en concept. Après, et surtout, parler d'exemples qu'on peut utiliser en cabinet. Et on finira avec quelques réactions que j'ai pu entendre auprès de médecins généralistes par rapport à l'IA. Quand on parle d'IA, il faut savoir que ce n'est pas un sujet qui est seulement récent. Déjà, dans les années 30 et plus tard dans les années 50, on retrouve déjà les pionniers du sujet qui avaient proposé différentes définitions. On va retenir celle de Minsky, le personnage du milieu. Un programme d'IA, c'est un programme qui est capable de faire ce que nous, humains, nous sommes capables de faire pour l'instant, de manière plus satisfaisante. Pour l'illustrer un peu mieux et pour voir un peu l'évolution des programmes d'IA depuis ces années 50, j'ai pris l'exemple pour illustrer d'un programme qui arriverait à identifier ce qu'est un mouton. Dans les années 50, un programme à qui on demanderait ça fonctionnait surtout par IA symbolique. On lui apprenait des règles abstraites, c'est-à-dire si on considère un animal qui a 4 pattes, qui a une laine, etc., alors il faut en conclure que c'est un mouton. Le problème, c'est qu'il faut un intervenant humain pour dire à chaque fois à la machine chaque item. Beaucoup plus récemment, grâce à l'arrivée d'Internet et l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, on change de méthode et on va vers des IA qui fonctionnent par apprentissage automatique. Là, au lieu de déduire de règles abstraites une connaissance, on donne à la machine des exemples, là des photos de moutons, et on demande à l'IA d'apprendre à différencier ce qui est un mouton et ce qui n'est pas un mouton. Et là, aussi impressionnant, beaucoup plus récemment, on voit arriver les IA génératives. C'est une évolution de ce genre d'IA. On peut demander, une fois que l'IA a compris ce qu'était un mouton, de le représenter. J'ai juste demandé à un programme de dessiner un mouton.
si on transpose tous ces exemples en médecine. Déjà, dans les années 70, on peut prendre l'exemple du système expert MICIN. C'était un programme qui se basait sur des règles fixées par des médecins experts. Les médecins qui l'utilisaient rentraient les paramètres de leurs patients, un patient chez qui on suspectait une infection, et le programme donnait à la fin une proposition de traitement antibiotique. Pour les IA d'apprentissage automatique, plutôt que de différencier des moutons et des non-moutons, on peut demander de différencier des lésions inquiétantes de la peau d'autres types de lésions. Et enfin, pour les IA génératives, on peut demander à une IA de faire une fouille dans des banques de données de santé et de résumer des études, par exemple, sur un sujet donné. Alors, il y a plusieurs tâches qu'on peut attribuer à l'IA. On va dire qu'il y a 5 grands domaines, mais on va surtout parler des 3 derniers. Le traitement du langage naturel, le traitement du signal à la fois visuel et sonore, et l'apprentissage automatique. Je vais revenir un petit peu sur la notion d'apprentissage automatique parce que ça m'intéressait beaucoup de comprendre, au moins en concept, comment c'est possible qu'un programme qui au début n'arrive pas à faire une tâche l'a marché, comment ce programme il peut arriver au bout d'un moment à s'améliorer. Donc juste en concept. Je prends un exemple. On va demander, si vous le voyez bien, au programme d'incarner le petit bonhomme rouge et d'atteindre le petit bonhomme rose. La solution pour nous, elle paraît simple. Courir vers la droite et sauter. C'est la solution. Un programme d'IA à qui on demanderait de résoudre ce problème, en tout cas une IA d'apprentissage automatique, elle fonctionnerait un peu de cette façon. L'IA va tester différentes stratégies. Il y a certaines stratégies qui peuvent nous paraître bêtes, comme aller vers la gauche ou sauter dans le vide. Mais parmi toutes ces stratégies, il y en a une qui va fonctionner. Et là, l'IA, un peu comme un phénomène de sélection naturelle pour nous, va sélectionner cette stratégie et la garder pour la suite. De cette façon, si on continue d'entraîner cette IA dans des situations différentes, au bout d'un moment, tant que la situation ne change pas trop, l'IA devient autonome. Le problème, c'est que si on doit expliquer de l'extérieur cette stratégie, ça ressemble à ça. Ce qu'on appelle un réseau neuronal, schématiquement. Le problème, c'est que pour un observateur extérieur, expliquer à un moment donné une décision de l'IA sur une situation, c'est très difficile. Et on peut imaginer que ça va poser problème quand les médecins n'arriveront plus à expliquer pourquoi une IA prend telle ou telle décision. Ça va ? Voilà, c'était juste l'introduction. Je vais vous donner quelques exemples maintenant sur ce que j'ai pu voir dans des études ou au cabinet. Je commence par le côté administratif et de la gestion du dossier médical. Ce n'est pas le plus passionnant, mais ça représente quand même une part importante de notre travail au cabinet. Les études sur le sujet considèrent qu'on est à 4 à 6 heures de temps de travail par semaine au niveau administratif, ce qui peut représenter presque 10% de notre temps de travail. Le but, ce serait de diminuer ça grâce à l'IA pour soit rentrer plus tôt chez soi le soir ou voir plus de patients. Dans les tâches administratives, alors il y a déjà le tri de documents. Au cabinet où je suis, on est 5 médecins généralistes et une psychiatre. On reçoit à peu près par mois plus de 700 documents, facilement plus de 700 documents. Ce qui veut dire, au niveau secrétariat, que chaque document doit être scanné, rangé, renommé. En tout cas, il y a plein de tâches répétitives et qui ne sont pas passionnantes au niveau du secrétariat. Et en plus, après de ça, au niveau médical, il faut le relire. Ce n'est pas une étude, mais c'est moi qui ai fait le calcul. Je prends à peu près 30 secondes pour faire tout ça par document. Par mois, ça représente des heures de travail. Donc pour essayer de diminuer ça, j'ai créé un faux courrier, pour prendre un exemple, un faux courrier d'hospitalisation en cardiologie que j'ai pris en photo.
Je l'ai intégré dans les différentes solutions qui existent sur Internet que j'ai trouvées pour voir ce que ça donnait. Et ces logiciels, ils proposaient en fait de transformer l'image déjà en format PDF, ça c'est pas compliqué, mais surtout de reconnaître le contenu et de renommer automatiquement par rapport au contenu le document, ce qui permettait de le ranger beaucoup plus vite. Ça c'est intéressant pour le secrétariat. Au niveau médical, si on rentrait énormément de documents, on pourrait demander à une IA de résumer et d'extraire les points importants pour le médecin généraliste, les choses à surveiller pour tel patient. Après les tri des documents, la notion de préparer les consultations. On passe beaucoup de temps avant les consultations à relire des imageries, des prises de sang, des courriers, des traitements à réévaluer. Beaucoup de temps est passé en dehors des consultations donc pour préparer tout ça. C'est ce que les Américains appellent le temps pyjama, parce que c'est le temps qu'on passe souvent chez soi à relire tout ça. C'est un temps qui est un peu fatigant. Justement, aux États-Unis, il y a une solution qui est commercialisée depuis quelques années déjà, qui permet de relire tous ces documents, de faire déjà une feuille synthèse qui est beaucoup plus rapide à lire pour un patient donné, et même créer des alertes, des tâches à effectuer pour la suite. Les médecins qui l'utilisent semblent être très contents de ce genre de solution. Le souci, c'est que ce n'est pas encore disponible en France. Mais ça saurait tarder. Une fois qu'on est avec un patient, on est normalement censé bien tenir le dossier médical. C'est-à-dire toutes les informations qui relèvent de la consultation sont censées être résumées dans notre dossier médical. Ce qui veut dire, pendant qu'on parle ou après la consultation, passer beaucoup de temps à taper. Depuis quelques mois, pour réduire ce temps, et aussi pour que les gens sachent ce que je pense, ce que j'écris dans le dossier médical, je le fais par dictée. Là, j'utilise une solution de reconnaissance vocale. Elle est basée sur l'IA parce que si je fournis des documents que j'écris, elle peut apprendre de mes expressions et de mon vocabulaire pour s'améliorer. On peut imaginer un programme à un niveau encore supérieur. Si on laissait le microphone allumé pendant la consultation, on peut imaginer un programme qui ferait tout ce travail tout seul. C'est-à-dire qui rédigerait seul le compte-rendu de la consultation. Et ben, ça existe. C'est un logiciel qui s'appelle Nabla, qui est français. Personnellement, je ne l'utilise pas. Ça me met mal à l'aise de laisser un microphone allumé par rapport aux patients. Mais je sais que des collègues qui l'utilisent en sont très contents au niveau de la qualité des comptes rendus et du temps gagné. Dernier exemple, une fois qu'on n'est plus avec le patient, mais toujours devant notre ordinateur, la question de la communication avec les patients. Il peut arriver pour expliquer des résultats ou annoncer des nouvelles qu'on passe par messagerie sécurisée. Je sais là aussi que des confrères sont assez tentés d'utiliser ChatGPT, comme vous parliez, pour rédiger plus rapidement des messages. Là, j'ai pris l'exemple, j'ai essayé de demander à une IA d'écrire un message à un patient qui avait un taux de sucre trop élevé pour lui proposer quoi faire avant notre consultation. Je suis assez d'accord avec ce qui est écrit dans le contenu, mais là aussi, je ne me sens pas encore à l'aise de l'utiliser parce que je pense que les gens arrivent encore à faire la différence entre les messages que j'écris et ce genre de messages. Après, il y a une étude assez récente qui est intéressante sur le sujet. On a demandé à des médecins de comparer ce genre de messages rédigés par des IA et des messages écrits par des médecins humains sur des forums pour répondre à des patients. Et ben, de façon assez surprenante, les médecins eux-mêmes trouvaient que les messages de l'IA étaient de meilleure qualité et surtout qui répondaient de manière qui semblait plus empathique. Donc
Ça fait réfléchir. On va passer à l'examen clinique. Là, je vais parler de tout ce qu'on peut faire dans le cabinet avec quelques outils pour examiner les patients. Déjà, tout à l'heure, on a parlé de l'exemple du programme qui différenciait les lésions de la peau inquiétantes d'autres lésions. Déjà, en 2018, il y avait des études sur le sujet. Dans des conditions expérimentales, les meilleurs IA font aussi bien que des médecins dermatologues spécialistes pour certaines décisions. On passe sur une autre partie du corps. Là, ce sont des oreilles, des tympans. Un tympan qui est normal et une otite. Si jamais on avait un doute entre la différence, une IA, en prenant une photo, peut faire la différence de façon assez correcte. Là, encore une autre partie du corps, un fond de l'œil. Le fond de l'œil, c'est un examen qui est réalisé pour l'instant principalement par les ophtalmologues. On peut prendre l'exemple des patients qui sont diabétiques. Les patients qui ont un diabète doivent faire ce genre d'examen tous les 2 ans, voire tous les ans, pour dépister des anomalies sur les petits vaisseaux de la rétine. De cette façon, quand on les prend en charge tôt, on peut éviter une perte d'acuité visuelle. Eh bien, aux États-Unis, il y a une solution d'IA qui a été approuvée, qui est validée. C'est-à-dire qu'il y a certains centres dans certaines parties du monde où les patients ne rencontrent pas l'ophtalmologue, ils sont pris en charge par un technicien et un appareil qui prend une photo de leur fond de l'œil et qui conclut s'il y a un problème ou pas. Dans le cas où il n'y a pas de problème, eh ben, il n'y a pas de consultation spécialisée nécessaire. Maintenant, ce qu'on peut entendre avec notre stéthoscope, là, normalement, vous allez entendre... Ah, c'est très faible. C'est des bruits du cœur. Bon, là, c'est un cœur normal, si vous l'avez entendu. Et là, c'est un bruit anormal. C'est aussi des battements du cœur. C'est un souffle cardiaque. Quand on entend ça, on peut penser à un problème au niveau des valves du cœur, des choses qui s'ouvrent et se referment, et on peut être amené à orienter le patient vers un cardiologue. Donc c'est important de savoir faire la différence entre les deux, et c'est pas toujours facile. Dans une étude avec plus de 2000 enregistrements, je pense que vous devinerez, si on compare les compétences de l'IA et des médecins humains, l'IA faisait mieux. Un peu mieux. Même raisonnement avec l'auscultation pulmonaire. Si on entend, là c'est une respiration normale. Et là c'est une respiration anormale. On entend comme des pas dans la neige, ce qu'on appelle des crépitants. Ça peut nous faire penser à des problèmes pulmonaires ou cardiaques. Donc là aussi, c'est important de pouvoir faire la différence. Même raisonnement sur une étude avec plus de 600 enregistrements. L'IA était plus souvent d'accord avec des médecins spécialistes que les généralistes. Donc voilà ce qu'on voit avec nos yeux et ce qu'on entend avec le stéthoscope. D'autres choses qu'on peut faire en cabinet, l'électrocardiogramme. C'est un examen où on va placer des capteurs, des autocollants autour du thorax pour mesurer l'activité électrique du cœur. Ça peut détecter des problèmes, notamment d'infarctus, quand il y a un problème de douleur thoracique. Depuis longtemps, il existe des algorithmes qui aident à l'interprétation. Le problème des algorithmes anciens qui ne fonctionnaient pas avec de l'IA, c'est qu'ils ne sont pas de très bonne qualité. Je prends l'exemple de l'ECG qu'on avait à l'hôpital. Il y avait tout le temps un infarctus, peu importe l'électrocardiogramme. L'IA, pour ça, elle prévoit d'améliorer les compétences quand même, beaucoup. Autre examen, l'examen du souffle. Là,
C'est un examen où on va demander au patient de souffler le plus fort possible et longtemps dans un appareil qui mesure les débits. C'est une spirométrie et on peut l'utiliser pour confirmer ou pas, par exemple, un asthme. Là aussi, la solution que j'utilise pour faire ce genre d'examen au cabinet, elle va bientôt être mise à jour pour intégrer l'IA et aider peut-être à interpréter un peu mieux les examens. On peut imaginer sur des enregistrements plus longs comme l'électrocardiogramme sur 24 heures ou des enregistrements respiratoires du sommeil que l'IA va permettre d'accélérer ou d'améliorer les interprétations. Et je finis avec l'échographie. J'aime beaucoup l'échographie. Cette année, c'est assez récent, la Société française d'échographie en médecine générale a été fondée. Ça s'explique parce que le coût des appareils que vous voyez sur la droite est en train de beaucoup diminuer. C'est de plus en plus accessible et du coup de plus en plus intéressant de se former. Le but n'est pas de remplacer des médecins spécialistes, c'est juste de pouvoir répondre de façon assez rapide sans déranger justement les spécialistes, qu'on utilise l'outil pour répondre à des questions basiques. Même si je suis un peu formé sur l'outil, parfois j'ai un peu du mal, surtout en échographie cardiaque. J'ai été assez surpris de voir cette étude. Certains appareils peuvent guider grâce à une IA l'opérateur en demandant par exemple de se diriger un peu plus sur la gauche, un peu plus sur la droite et de ne plus bouger à un moment donné quand on est au bon endroit pour enregistrer et aider à interpréter. Donc peut-être que ça aidera plus tard beaucoup de gens. Et enfin, la question des traitements. Une fois qu'on a examiné le patient, que fait-on ? Depuis que je suis installé, j'ai reçu beaucoup de patients avec des ordonnances parfois un peu longues, de traitements déjà recopiés, à critiquer parfois, ou en tout cas à apporter des corrections par rapport à des risques d'interaction, par rapport à un profil du patient. Je parle de l'âge, de la fonction rénale, plein de paramètres qu'il faut prendre en compte, et donc beaucoup de travail de réflexion. Je suis un peu déçu d'avoir appris trop récemment qu'il y avait une solution d'IA qui faisait tout ça, que j'ai testé. Ça s'appelle Posos. C'est français aussi. C'est une solution en fait je prends une photo d'une prescription qui peut être rédigée par ordinateur ou écrite même à la main. Et c'est difficile, écrit à la main, d'analyser pour des médecins. Elle fait tout ce que j'ai dit en fait. Elle peut même proposer des alternatives. Donc beaucoup de temps potentiellement gagné. Voilà, c'était la deuxième partie. On va finir avec quelques réactions que j'ai pu entendre auprès de mes confrères par rapport à l'IA. Le but de ma thèse, c'était de comprendre, en interrogeant les médecins qui avaient des opinions un peu variées sur le sujet, de comprendre quels facteurs faisaient pencher la balance entre oui, j'utilise une IA, non, je n'utilise pas une IA. C'était plus ciblé dans l'examen des patients. Donc j'ai interrogé des médecins de ma région pour ça. J'ai compris que ce qui était central, c'était déjà comment le médecin se plaçait par rapport à l'IA. Est-ce qu'il la voyait comme un outil seulement, comme un partenaire ou un égal, ou comme une entité autonome ou supérieure au médecin. Donc plein d'items vont découler de ça. Je vais d'abord vous les expliquer un par un, les plus importants, et à la fin on fera une petite synthèse. Quand on considère l'IA comme un outil, les considérations sont assez basiques. C'est des choses techniques comme évidemment le prix. S'équiper en IA en 2024, c'est quelque chose d'assez cher en fait, et qui repose surtout sur des abonnements mensuels. Personnellement, moi, ça m'inquiète un peu de devoir m'abonner. J'ai peur en fait qu'un jour les prix augmentent et qu'on ne soit pas en possession des logiciels vraiment. Je pense que ça va aller en augmentant.
Si on prend l'exemple de GPT dont on a parlé, en 2020, pour le coût de développement, en tout cas le coût de l'entraînement de GPT était de 4 millions, c'est déjà une bonne somme. On avance 3 ans plus tard, on multiplie cette somme par 15, au moins. Donc logiquement, le coût d'utilisation n'ira pas en diminuant. À côté du coût vient aussi la question du temps. Le ou la médecin qui utilise de l'IA utilise des outils et donc ne gagne pas forcément du temps en les utilisant dans la pratique quotidienne. Donc des problèmes simples, peut-être avec des solutions simples. La question du coût, eh bien, on peut s'équiper à plusieurs. De plus en plus, les médecins s'installent à plusieurs, c'est mon cas. Donc si on mutualise les fonds, c'est plus facile de s'équiper. Pour la question du temps, et là c'est une question un peu de société, du système de soins, beaucoup de médecins me l'ont dit, qu'on allait vers la délégation des tâches. On entend beaucoup parler des assistants médicaux. C'est des personnes que la sécurité sociale aide à financer au départ pour aider un médecin ou une médecin à réaliser des examens. De façon plus générale, et là ça sort de l'IA, on va aussi vers une délégation de tâches. Depuis tout récemment, vous avez peut-être entendu parler qu'il était possible de faire des tests d'angine et d'infection urinaire en pharmacie, ce qui avant nécessitait une consultation chez un médecin. Et je pense que c'est une très bonne chose que ce soit possible en pharmacie. Je pense que de façon générale, voilà, on va vers un changement sur qui fait quoi, et l'IA semble accélérer ça. On parlait jusque-là de l'IA vue comme un outil. Maintenant, on passe à l'IA vue comme un partenaire, un égal, un partenaire de soi. Tout de suite, beaucoup de médecins, ça m'a marqué, ont comparé l'IA à un humain. Dès qu'on parlait de l'IA de cette façon, j'entendais l'IA, c'est comme un confrère, comme un interne, comme quelqu'un à côté de soi. Dans la culture populaire, on va dire que c'est quelque chose qui revient assez souvent, l'idée d'humaniser l'IA. Mais les médecins, par rapport à cela, même s'ils pouvaient reconnaître dans l'IA un partenaire, de façon générale, ils souhaitaient plutôt rester décisionnaires et avoir le dernier mot. Les avantages de cela, c'est déjà d'avoir quelqu'un à côté de soi, c'est quelque chose qui est vécu comme rassurant. Être médecin généraliste en cabinet, on est souvent seul, souvent confronté à de l'incertitude parce qu'on n'a pas tous les moyens qu'on peut avoir à l'hôpital pour le diagnostic. Et donc, quand on a une IA avec soi, on peut se sentir rassuré. Je prends un exemple là, qui est tout récent cette semaine. On parlait avec un confrère qui avait un doute sur une lésion de la peau. J'ai proposé un diagnostic parce que j'étais presque sûr de moi que c'était bénin. Et il avait quand même un doute. J'ai demandé à la patiente et on a pris une photo de la lésion qu'on a analysée par un logiciel d'IA. L'IA était d'accord avec moi, donc on était tous un peu plus d'accord. C'est aussi, ça c'est anecdotique, mais c'est aussi bien vu d'être accompagné de la part des patients. Beaucoup de patients disent « Waouh, c'est moderne, c'est bien que vous ayez ça ». Les spécialistes aussi ont des bons retours. Côté négatif, les médecins ont peur que ça les rende dépendants, que ça les rende plus bêtes. Il faut faire attention en utilisant de l'IA, de ne pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Un des médecins me faisait la réflexion qu'utiliser l'IA pour regarder des tympans, ça lui paraissait pas pertinent. Il faut faire attention aussi de prendre en compte le risque d'erreur. Si, comme on a dit, si on entraîne une IA que sur des peaux claires à détecter des lésions inquiétantes, le jour où, sans l'entraîner, on lui présente une peau plus foncée, elle risque fortement de se tromper. Et plusieurs études, notamment aux États-Unis, mettent en évidence que l'IA est à risque de discriminer des populations qui sont peu représentées dans les études. Les études, en tout cas les entraînements de l'IA.
Quand on parle d'erreur, on va parler de responsabilité juridique. C'est une crainte des médecins. Là, le cadre juridique est un peu flou. S'il y a une erreur qui est liée à l'IA, qui est responsable? Je pense qu'il faut se replacer et considérer l'IA comme un outil. Le médecin reste responsable. Il faut, pour limiter les risques, utiliser des outils qui sont testés, qui sont validés et certifiés, par exemple au niveau européen. Et très important, il faut toujours informer les patients. Peu de médecins le savaient quand j'ai passé ma thèse, mais depuis 2021, c'est une obligation. C'est inscrit dans le Code de santé publique. Il faut prévenir les patients, et les patients ont le droit de s'opposer à l'utilisation de l'IA pour des décisions qui les concernent. Je parle un peu du cadre légal, c'est tout récent. L'Europe, en mars 2024, de cette année donc, a voté une loi pour encadrer un peu le développement des IA. C'est plus général que l'IA en santé, mais il y a certaines pratiques en IA qui vont devenir interdites et contrôlées. Donc on verra jusqu'où ça nous mène. L'application, ce sera jusqu'en 2027. On retourne au médecin. Dernier niveau, là on se place sur une IA qui serait vue comme quelque chose de supérieur au médecin, une entité autonome. Très rapidement, c'était la peur de se faire remplacer. Un des médecins me disait on ne voudrait pas partir avec l'eau du bain. On est dans un contexte où la densité médicale diminue. Même s'il y a de plus en plus de médecins en France, comme la population augmente, on est de moins en moins accessible directement, on va dire. Et donc c'est une situation où on pourrait tenter d'utiliser l'IA pour remplacer les médecins. C'est personnel, c'est un avis personnel. Ma crainte, c'est de voir la question de la santé monopolisée par ceux qui investissent le plus dans l'IA en ce moment. J'en ai parlé un peu au début, il s'agit des GAFA. Je pense que si on m'avait demandé il y a 3 ans, est-ce que ce serait possible qu'Amazon propose un jour des consultations médicales, j'aurais dit non. Puis j'ai vu ça récemment. Voilà, ça aussi, ça me fait réfléchir. On en reparlera peut-être après. Heureusement, les médecins que j'ai interrogés avaient quelques arguments pour se dire, pour l'instant, irremplaçable. Il y avait la notion du contact physique. Le contact physique, c'est-à-dire dans l'examen clinique, le fait d'être proche, d'être dans l'intimité des gens, ça crée donc une proximité, ça fait partie du soin. C'est quelque chose qui relève des fois du rituel. S'il y a des médecins dans la salle, vous serez peut-être d'accord pour dire que prendre l'attention, c'est quelque chose de bien vu, même quand parfois il ne le faut pas. Il faut toujours prendre l'attention. Un autre argument pour dire les médecins irremplaçables, c'était la notion de communication. Entre deux personnes autour d'un bureau, il peut se passer beaucoup de choses. Des soins qui passent par de l'écoute, par malheureusement des fois l'annonce de mauvaises nouvelles, une annonce qui doit être bien faite. Des questions d'entretien motivationnel pour aider à des changements. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par la communication. Et pour l'instant, ce n'est pas admis que l'IA nous remplace sur ça. Les médecins ne pensaient pas qu'à eux. Pensaient aussi à l'impact sur le système de santé. Certains points qui étaient vus comme positifs. Déjà, l'IA permettrait peut-être de valoriser un peu plus la place du médecin traitant. Si on gagne en compétences, peut-être qu'on dérangera moins les spécialistes et l'hôpital, qui est assez surchargé, vous savez. On fera peut-être mieux tout ce qui est soins automatisés, soins à grande échelle. Je parle des dépistages. Il y aura peut-être moins de risques d'oubli si on est aidé par des IA. Le versant négatif, c'est de voir peut-être de plus en plus accepter une certaine vision du soin. Avant, on pouvait dire que la médecine était vue un art, c'est-à-dire qu'entre deux consultations différentes chez deux praticiens différents, on n'a pas du tout les mêmes pratiques.
l'IA, peut-être, si elle standardise et si elle normalise certains soins, elle risque de de mettre en avant une version peut-être industrialisée du soin. C'est un des risques, ça n'arrivera peut-être pas forcément. L'autre risque qui était vu, c'était si on augmente l'offre de soins grâce à l'IA, on risque d'augmenter la demande. J'aimais bien cet exemple. Un des médecins me disait que si des patients avaient le dermatoscope, c'est-à-dire pour l'outil pour scanner la peau, certains patients se scanneraient toute la journée. Voilà à peu près tous les items. Donc, suivant comment un médecin est sensible aux différents arguments dont on a parlé, il ou elle penchera un peu plus en faveur ou en défaveur de l'IA dans l'examen de ces patients. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous. C'est juste parfait. Voilà, ouais, il est 45. Donc, c'est extrêmement complet. Enfin, on avait l'impression d'être avec vous, là, au cabinet. Et surtout de comprendre que les patients sont aussi emportés dans cette modernisation de la pratique, quoi. Sans craindre de fracturer ce rapport si singulier qu'il y a entre le médecin et son patient. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur votre site de rendez-vous, oui, il y a marqué médecin de famille. Oui. Hein, voilà. Oui. Donc, voilà. Alors maintenant, à vous, peut-être avez-vous des questions? Merci Marina. Merci pour. Moi, je suis le docteur Cazogade, je suis un des vice-présidents du groupe Pasteur Mutualité. Au passage, je vais rajouter, parce que Jean, par discrétion et modestie, ne l'a pas dit, que c'est le groupe Pasteur Mutualité qui a créé la Ville M et oui, qui en est le propriétaire. Voilà. Oui, votre exposé est très intéressant parce qu'il est vraiment, c'est l'expression de quelqu'un qui est déjà un utilisateur. Et donc, pour nous, c'est à la fois sécurisant parce qu'on se dit, voilà, on peut aller vers cette solution-là et on peut être un des utilisateurs intelligents de ce système. Mais au niveau du groupe Pasteur Mutualité, moi j'avais trois interrogations. L'un, c'est la formation, mais Jean en a parlé. C'est vrai qu'il y a un défaut de formation des nouvelles générations en formation médicale initiale ou en formation médicale continue. Il faut absolument introduire une notion, un savoir-faire et donc faire de la formation à ce sujet-là. Nous allons en faire à travers notre société de formation qui s'appelle Iduprat. La deuxième question, c'est en tant que président de la filiale de responsabilité civile professionnelle, vous l'avez évoqué, c'est un vrai problème aujourd'hui et ça, je vais réfléchir avec mon conseil d'administration, mon conseil de surveillance à ce sujet. Vous avez évoqué le fait que l'intelligence artificielle pourrait se tromper. Il y a un autre aspect des choses, c'est qu'on pourrait être poursuivi pour ne pas avoir utilisé l'outil, enfin, l'intelligence artificielle, et quelqu'un pourrait nous dire, oui, vous avez pris une décision, mais avez-vous consulté qui aurait pu vous aider et vous amener à la meilleure solution alors que vous n'avez pas pris le bon chemin. Donc ça, il faudra effectivement, dans le cadre de nos contrats, étudier ce problème de responsabilité civile professionnelle par rapport à la pratique de l'intelligence artificielle. Et le troisième point que je voulais évoquer, c'est que vous savez que notre système de santé est en difficulté. Est-ce que vous savez que 20 à 30% des actes sont non justifiés, voire délétères, et coûtent cher pour rien, même introduisent des coûts supplémentaires. Est-ce que l'intelligence artificielle sera de nature à nous apporter des solutions? Merci. Pour la première question sur la nécessité de formation, je vous rejoins complètement. Je sais qu'on est un peu en retard sur ça. Il y a un cursus qui existe aux États-Unis pour les médecins de façon globale pour se former en même temps à l'IA. Mais ça arrive. À la faculté où je suis, ils sont en train d'inviter de plus en plus des intervenants en IA pour se former. Donc je pense qu'on est capable quand même de rattraper. Mais je suis d'accord avec vous. Deuxième question, la responsabilité.
Oui, c'est une bonne question. Surtout sur qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas utilisé l'IA. Je pense que ça nous dépasse au niveau médecin. Je pense que c'est plus une décision de société. Est-ce qu'on tiendrait pour responsable un médecin qui n'aurait pas utilisé tous les moyens ? Je pense que pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que les patients sont... En tout cas, sur les patients que j'ai pu rencontrer au cabinet, personne ne me demande d'utiliser une IA, mais peut-être que ça arrivera. Oui. 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 Donc ça rentre dans les moyens. C'est un outil, c'est un moyen. Oui. Marc Rosenblatt, je suis secrétaire général adjoint du syndicat des médecins libéraux, donc je rejoins les propos. On a une obligation de moyens. Oui. Donc si c'est un moyen qui est à notre disposition et qu'on ne l'utilise pas, on n'est pas dans le cadre de notre réglementation ordinale. Oui. Par contre, on n'a pas d'obligation de résultat. Oui. La question, c'est la maturité de l'intelligence artificielle. Oui. On peut justifier en disant que c'est un outil valable. Et À quel moment considère-t-on que l'intelligence artificielle est un outil valide ? Je pense que là, par exemple, je prends l'exemple de tout ce qui était cutané. En 2018, il y avait beaucoup d'élan pour aller vers ça. Et plus récemment, justement, comme vous dites, beaucoup d'études ont mis un holà pour dire oui, dans des conditions expérimentales, comme je l'ai précisé, ça marche bien. Mais quand on le fait en population générale, ça ne marche plus. Parce que déjà, on ne prend pas les photos correctement ou on n'a pas les patients tout beaux des études. L'IA n'est pas mature pour tout. Et pour les exemples que j'ai donnés, il n'y a pas encore assez de preuves, je trouve, pour valider l'usage systématique de l'IA, en tout cas dans l'examen des cliniques. Mais j'aurais jamais pensé à cette question-là. À l'hôpital du CHU de Nîmes, ils utilisent une IA, j'ai vu, pour détecter les fractures sur des radios. Aucun patient ne m'a... Je pense qu'il y a un manque d'information. Comme les patients ne savent pas encore qu'il y a ça à disposition, ça n'arrivera pas, mais la notion d'obligation de moyens, c'est vrai. Je pense que, je suis désolé, je suis un peu dépassé pour répondre à la question. C'est à réfléchir. La dernière question sur les économies. Moi, je l'ai compris, je l'ai interprété, peut-être de travers la question. Peut-être que l'IA permettra à la Sécu de mieux contrôler. Mais après, sur tout ce qui est IA prédictive, ça, je pense que ce sera interdit. De faire du profilage de patients ou de médecins, il ne faut pas. Trop de risques. Mieux vaut... Non, je ne vais pas dire mieux vaut qu'il y ait des fraudeurs, mais... non, je ne veux pas dire ça. Mais peut-être que la sécurité sociale se penchera sur le sujet. Votre question, c'était dans ce sens-là ? Oui, de façon beaucoup plus générale. Ouais. Dans l'intérêt d'un système, on a intérêt à ce qu'il soit le plus performant, c'est-à-dire que les moyens sont consacrés sur ce qui est le plus utile, Oui. et qu'on puisse éliminer tout ce qui est consultation inutile, prescription inutile, arrêt de travail inutile, Oui. enfin, tout ce qui finalement est de la pure perte de temps et d'argent. Oui. Et je crois que l'outil, l'intelligence artificielle, y contribuera certainement dès lors qu'elle sera maîtrisée. Oui. Et des grands changements. Oui. Ouais. Alors moi je suis un parasite dans votre équipe, là, ici. Non, sur le menton. D'accord, merci. Je suis gynécologue. Bon, Enchanté. j'ai vu votre réunion qui devait se poser ici. J'étais très intéressé parce que je me dis, ça c'est l'avenir. Bon, dans les années 90, j'ai travaillé sur un logiciel qui s'appelait MediPlus, Ouais. que nous avons utilisé avec un confrère qui était un génie de l'informatique, médecin généraliste. Et franchement, on a une avancée superbe en utilisant ces appareils. Concernant l'échographie, j'ai lu récemment qu'il y a des nouveaux appareils d'échographie qui utilisent déjà l'intelligence artificielle en obstétrique. Oui. Oui. Donc pour améliorer la qualité de l'image, etc., et accompagner le diagnostic.
Deuxième chose, je suis expert pour les tribunaux. Les questions que vous posez, il est certain qu'à un moment ou à un autre, on aura une obligation de résultat. Bon. Il est vrai qu'à chaque fois que vous utiliserez, il faudra donner vous avez un devoir d'information en disant est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous n'acceptez pas. Donc c'est capital parce que dans les tribunaux utilisent le droit, et le droit, c'est le devoir d'information. Donc voilà, c'est ces questions que je me posais dans votre... En tout cas, votre topo est excellent, et l'avenir est dans l'IA. Oui. Je crois que je l'ai vu passer pour l'échographie, notamment pour la détection de l'endométriose. C'était ça? D'accord. Oui. Oui. Oui, je suis d'accord. Bonsoir. Ah, pardon. Oui, je suis là. Oui, bonjour. Alors, j'ai plusieurs points sur lesquels je voulais réagir. D'abord, en termes de coûts. Alors, effectivement, il y a des IA qui sont utilisées en fait en épidémiologie pour prédire justement la survenue d'épidémies, les éventuels coûts que ça peut engendrer au niveau des hôpitaux, enfin, c'est pour prédire en fait toute la chaîne d'action finalement qui va suivre. Donc effectivement, normalement il y a une possibilité de réduction des coûts grâce à l'IA. En termes de radiologie, je pense que vous faisiez référence à 1000 vues. Oui. C'est un logiciel justement qui utilise de plus en plus l'IA justement pour aider les radiologues. Il y a des études qui sont sorties qui prouvent que en coopération avec le radiologue, il y a de meilleurs résultats que le radiologue seul ou que l'IA seul, comme quoi il faut avoir l'IA en tant que partenaire, en tout cas en tant qu'outil. Sur l'échographie, c'est Matricis AI sur l'endométriose, effectivement, qui permet de mieux repérer en fait les lésions et c'est génial en fait, j'avoue. J'ai beaucoup aimé aussi votre analyse sur les interactions médicamenteuses, l'analyse d'ordonnances, etc. Effectivement, il y a Posos qui fait ça, il y a Vidal qui fait ça aussi, et il y a Synapse qui fait ça. Voilà, c'est les 3 logiciels les plus utilisés. Oui. Je voulais juste contribuer. Merci. Merci beaucoup. Posos, oui, ils ont utilisé l'IA pour faire la fouille du Vidal et de toutes les notices pour coder plus facilement les interactions entre les médicaments. Synapse, je ne connaissais pas. Et pour rebondir sur l'exemple de la radiographie, dans la mammographie aussi, j'ai vu que c'était bien validé. Tout ce qui est dépistage du cancer du sein, ça a été prouvé qu'utiliser une IA en complément du médecin radiologue, il ne faut pas utiliser une IA seule, ça a augmenté beaucoup les compétences diagnostiques. Donc oui, il y a beaucoup d'exemples, c'est vrai. Désolé, je n'ai pas pu citer tout, mais il y en a beaucoup. Merci, c'est très explicatif. Ça pose bien les enjeux. Je souhaiterais revenir sur la notion de normalisation de la consultation. Oui. Ça va être un souci parce qu'on demande aux médecins trop peu nombreux par rapport à la densité médicale et surtout à l'exigence qu'on peut avoir. Pardonnez-moi, je suis une vieille dame, je suis médecin, mais quand j'ai commencé, les patients ne venaient pas souvent au cabinet. Ils venaient beaucoup plus rarement. Oui. On nous demandait, nous, pour gagner notre vie en libéral, au Conseil de l'Ordre, d'avoir au moins un bassin de 3000 à 4000 habitants. Aujourd'hui, s'il y a 1500 habitants, c'est là un désert. C'est ahurissant. Alors, il y a la notion d'abattage, parce qu'il y a une énorme consommation de médecins. Alors, évidemment, ils ont plus d'exigences, on a plus de moyens, l'espérance de vie proposée est beaucoup plus grande, une meilleure santé et en tout cas un meilleur recours au système de soins. Est-ce qu'il est très pertinent? Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de gadgetisation du corps? Je veux ci, je veux ça. En fait, ça noie les vraies demandes quand il y a une vraie détresse et un vrai problème. Donc la question, c'est rationaliser la consultation, mais est-ce qu'on ne devrait pas, en fait, en venir à rationaliser la demande de consultation? Et c'est pour cette raison que je pense, quand vous disiez que l'IA, pour le patient, c'est une bonne chose, ou du moins que ça allait peut-être le devenir. Personnellement, je pense que oui. Vous sembliez dire qu'effectivement, s'il n'arrête pas de se scanner, il va peut-être en faire de trop. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'iWatch,
et les montres connectées rendent de grands services. Je le constate tous les jours, c'est que des gens qui ne prenaient pas conscience de leur santé s'intéressent et se responsabilisent parce que leur corps leur appartient. Et que du coup, connaître leur corps est aussi le moment où ils pourront dire « Ah, là, c'est pas normal, faut que je consulte ». Ce qui est un tri en amont de la demande de consultation. Parce que si cette IA, dans des outils connectés à disposition des patients, est accessible en matière de coûts et qu'elle permet de ne pas les affoler inutilement et de ne pas augmenter la demande de consultation, peut-être que ça fluidifiera le temps du médecin pour quelque chose de beaucoup plus pertinent, de beaucoup plus rentable, avec des détections précoces et ce dépistage dont vous parliez. Oui. Comment être pertinent, efficace, tout en ne gâchant pas le temps du médecin, en espérant qu'il sera toujours heureux d'exercer sous cette forme de médecine, ce qui n'est pas gagné peut-être. Oui, merci beaucoup pour cette remarque, je vous rejoins aussi. Je pense que la bonne chose, voilà, je vous rejoins, c'est que l'IA va donner du pouvoir aux patients et donc leur permettre d'accéder à de l'information plus facilement et de connaître mieux leur corps. Ça, c'est le point positif. Je ne l'ai pas cité. C'est la montre oui. J'ai eu beaucoup d'histoires sur ça dans la thèse, avec aussi un risque de faux positif malheureusement, mais c'est vrai que sur une population générale, ça permettra d'aider au triage. Sur la place du médecin par rapport à tout cela, vous avez commencé comme ça. L'IA va peut-être nous remplacer sur certaines choses et j'en suis conscient. Mais je le vois d'une bonne façon. Je pense qu'on va vers une médecine dans un sens qui est de plus en plus technique. Et moi, je vois d'une bonne façon le fait que l'IA nous remplace dans ça. Que sur des soins techniques qu'on peut standardiser, c'est ce qu'on nous apprend dans les manuels à la faculté, souvent des arbres diagnostiques, une vision très protocolaire de la médecine. Ça, l'IA peut certainement faire mieux que nous et je ne le vois pas comme une mauvaise chose. Je pense que c'est une occasion pour nous de progresser en tout ce qui est accompagnement, soins par la parole, par l'écoute et d'autres soins non médicamenteux ou autres. Je prends un exemple. On a beau faire tout ce qu'on a dit avec l'IA, examiner un patient, le traiter, proposer des traitements. Il y a après la question, est-ce que le patient va prendre ce traitement ou pas ? Je pense que nous, on peut s'améliorer sur ça, sur ce qu'on apporte aux patients en information et en dialogue pour aider le reste du soin technique à bien marcher. J'ai fait peut-être un hors-sujet, pardon. C'était... On gagne du temps sur un aspect de la consultation, mais est-ce que le médecin ne va pas être tenté de réduire encore le temps de consultation plutôt que de donner ce temps-là à la relation et à la confiance que ça instaure entre le patient et le médecin. Et ce qui fait après le fait que l'adhérence au traitement, l'adhésion au traitement... Oui, je réponds alors personnellement pour moi, non, je ferai d'autres choses. Je ne réduirai pas le temps des consultations parce que c'est pas le cas d'ailleurs. Mon exemple sur le logiciel de dictée, j'ai l'impression que ça m'a fait gagner facilement 2 minutes par consultation. Et en plus, comme je dicte en présence des patients, ils entendent, ils me corrigent. Je ne réduis pas mon temps de consultation, je le passe à faire d'autres choses et à passer plus de temps. On est à moyenne en 17 minutes de consultation en France. Je ne le réduirai pas plus. Merci. Est-ce que ça ne va pas induire une paresse intellectuelle ? Je reviens. Puisqu'on peut l'écrire, c'est pas la peine de le retenir. Et donc, on ne va pas rentrer dans un système assez facilitant de paresse intellectuelle. Oui. Non. Oui. C'est juste un petit peu d'humour. Hein, oui. Il y a une autre question au fond aussi. Pardon, mais je vous laisse répondre. Pardon. Ma compagne a répondu à cette question quand on en a parlé. Elle m'a dit oui, mais on utilise tous des GPS et on ne lit plus de cartes. Enfin, oui, moi aussi, ça m'arrive quand il n'y a plus de réseau, mais c'est le risque, ça peut arriver. Mais on fera d'autres choses, je pense qu'on est. J'ai un bon espoir.
Donc là, on est parti pour une dernière question. Merci. Donc Samuel Arjona, moi je travaille plutôt dans la santé digitale. Donc il y a pas mal de sujets qui reviennent, notamment dans les cabines de télémédecine. Oui. On en a parlé il y a très longtemps de l'IA déjà. Et en fait, l'idée, est-ce que ça ne serait pas plutôt de s'insérer dans la médecine plutôt traditionnelle pour à la fois résoudre deux problèmes qui sont les déserts médicaux et aussi la rémunération des médecins d'un autre côté qui, en gagnant du temps, on ne demande pas de remplacer l'IA, enfin on ne demande pas l'IA de remplacer les médecins, mais peut-être déjà de faire du préventif, ce qui peut permettre aussi de guérir certaines maladies, mais aussi de faire un pré-diagnostic sans squeezer la partie médecin. Et justement, c'est là où les 17 minutes auront tout leur sens. Oui. On peut être tenté de faire ça. Moi, j'y ai réfléchi en m'installant, peut-être de donner en amont des consultations, parce que j'avais du mal à me projeter, peut-être donner aux patients des sortes de questionnaires. Et je peux imaginer que l'IA les aide à interpréter pour proposer un pré-diagnostic. Ça a été étudié sur des solutions où les patients rendent certains paramètres, certains symptômes qu'ils ont, pour rendre du plus probable au moins probable un diagnostic. Et ça peut guider le médecin. Il y a des études qui valident ça, oui. Après, merci de parler de la télémédecine. On en a parlé dans l'organisme de santé sur Nîmes. Une CPTS, c'est un groupement de médecins où on réfléchissait à acheter pour la ville de Nîmes une mallette avec des outils connectés, comme on peut voir, vous me corrigez, hein, mais comme on peut voir peut-être dans des cabines de télémédecine. Oui. Oui. Et ma réaction par rapport à ça, sur le risque de remplacer le médecin, je me suis dit, par rapport aux études que j'ai citées, peut-être qu'un jour, il faudra juste que quelqu'un amène une mallette quelque part, qui pose les outils comme il faut, et que l'ordinateur fasse le reste. On verra. Mais oui. Oui. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui. Non, la télémédecine ne veut pas remplacer les médecins. Mais ça, c'est une décision de société. Ouais. Bah, écoutez, merci pour toutes vos questions. Et oui, merci à vous, Dr Bourgoin. De toute façon, on peut prolonger la discussion puisqu'un verre est prévu. Et merci. J'annonce le prochain pitch qui sera le 21 novembre et qui portera sur le traitement de toutes les surdités. Voilà. On a tendance à penser que la surdité, c'est un problème. Mais il y a beaucoup de nature de surdité et nous faisons ce pitch conjointement avec l'Institut Pasteur. Voilà, donc on parlera recherche. Merci. Merci.